Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus, pour ce webinaire, «Que faire de nos composts?» Un webinaire, qu'on a mis en place, pendant la fête du sol vivant. Rappel des petites règles de base pour bien démarrer, ce temps, de visionnage, c'est de bien garder vos micros coupés. Vous posez toutes vos questions que vous le souhaitez dans le chat. On aura un temps de questions-réponses prévu à la fin du webinaire et puis je vous invite forcément à renommer nom et prénom, et structure pour savoir un peu, à qui on s'adresse quand vous poserez, les questions. Voilà. Au programme, une petite présentation rapide de ce qui vous attend, puis présentation aussi, des personnes qui sont avec moi et qui vont vous prendre le temps de vous expliquer, avec des exemples, les différents usages du compost. Moi, tout d'abord, je me présente rapidement. Maud Sicard, coordinatrice du réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes. Je serai là pour faire une rapide, très, très rapide présentation du réseau Compost Citoyen, AURA. On aura ensuite une première étape de 20 minutes sur les usages réglementaires du compost qui sera présentée par Jérôme Sandier de DM Compost. On aura ensuite 30 minutes sur les usages du compost par les particuliers, présenté par Coralie Scribde, donc la jardinière partageuse. Et puis, on aura les usages du compost pour les collectivités, présentés par Marie Chizel de la communauté de communes d'Ambert-Livradois-Forez. Et Jérôme Sandier va finaliser avec les opportunités, liées à la réglementation et quels sont les autres éléments, d'autres expériences qu'on peut avoir. Voilà, et puis on finira avec les questions-réponses. Bon, j'ai eu un petit problème sur cette diapo-là, je m'en excuse, mais voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu le réseau, Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une association donc fondée en septembre, 2013 exactement. Notre objectif, c'est de promouvoir, la gestion de proximité du compost sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le réseau compost, c'est aussi un réseau qui existe dans toutes les autres régions de France. Il y a même un réseau national et donc quand vous êtes adhérent au réseau, Rhône Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes aussi adhérent, en fin de compte, au national puisque nous partageons, nos outils, nous mettons nos ressources, en commun. En 2025, on est à peu près, 180, adhérents, adhérentes, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est plein de types de structures différentes, presque 70 collectivités, EPCI, il y a un département. On a aussi, des structures privées, des associations et bien sûr des particuliers. Notre objectif ici, il est multiple, mais en particulier, c'est de, pouvoir, monter en compétences en échangeant avec, différentes, personnes, experts, acteurs, particuliers, voilà, si vous avez des connaissances, des compétences, de l'expérience et de partager en fait, les problèmes et aussi les solutions. Donc l'ensemble de ces projets, de nos actions sont financés, par vous, les adhérents, mais aussi, par notre financeur, l'ADEME d'Auvergne-Rhône-Alpes. Heu Au niveau de ce webinaire, il rentre aussi dans le cadre de la quinzaine de la fête du sol vivant. Voilà, je ne sais plus si je l'ai déjà dit au début, je le redirai plus tard. On est très heureux de pouvoir, accueillir, des personnes qui viennent un petit peu de toute la France pour, pouvoir échanger sur ce sujet. Donc je vais laisser la main, pour les usages réglementaires du compost à Jérôme Sandier. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler des types d'usages et réglementations autour des exécuteurs du compost, avec le RCC Aura, nous DM Compost, donc on est bureau d'études, organisme de formation et on fait aussi de la gestion de proximité pour les collectivités. Donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, on va le découper en 3, 4 parties. La première partie, les définitions et le contexte de la gestion de proximité, donc quels sont les termes juridiques. Deuxième partie, quels sont les 2 principaux textes qui encadrent la gestion de proximité et qu'est-ce que ça permet de faire ou de ne pas faire? Et on reviendra en fin de présentation sur quelques exemples et solutions, que peuvent potentiellement choisir les collectivités.
Donc, premièrement, on va revenir sur la définition de base sur le biodéchet. Donc, c'est le Code de l'environnement qui définit ça et il prend 2 grandes catégories de déchets, à la fois les déchets verts, donc parcs, jardins, et cetera, et tout ce qui va être reste alimentaire, épluchures, reste d'assiette, mais aussi tous les déchets comparables, venant des établissements de production, les cuisines centrales, et cetera. Là où il faut être vigilant, c'est qu'avec l'arrivée de l'obligation du tri à la source, il y a une confusion entre biodéchets et déchets alimentaires. Mais quand on parle biodéchets, ça concerne vraiment les 2. Donc je vous invite à vous assurer que votre interlocuteur et vous-même parliez bien de la même chose. Deuxième partie, qui est importante, c'est qu'est-ce que sont les DCT? Pour bien comprendre, l'importance. Donc DCT, c'est les déchets de cuisine et de table. Pour faire simple, c'est tout ce qui a été préparé en cuisine ou ce qui a été servi à un moment donné. Ces, déchets-là prennent le tampon déchets de cuisine et de table. Ça peut paraître anodin, mais il y a le règlement sanitaire européen qui définit ça et c'est ce qui va nous contraindre par la suite en termes de réglementation. Autre point de définition important, les sous-produits animaux. Là encore, une fois, c'est le règlement sanitaire européen qui définit ce que c'est. Donc on va parler de sous-produit animal à partir du moment où c'est un animal issu d'un animal ou un produit transformé à partir de quelque chose d'animal. Un gâteau, par exemple, contient des œufs, donc ça devient automatiquement un sous-produit animal, les œufs étant lui-même un sous-produit animal. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, la réglementation, elle va surtout regarder les sous-produits animaux qui sont, les éléments qui ont le plus de risques, sanitaires. Vous le savez bien, on est plus malade avec un poisson avarié qu'avec une courgette. Donc la réglementation fait un focus sur les sous-produits animaux. Alors qui dit sous-produits animaux, dans le cadre du compostage, dit qu'il y a potentiellement des risques sanitaires. Donc là encore, le règlement sanitaire européen va définir des niveaux de risque en fonction du type de déchets qu'on a. Donc du moins élevé, le span 3, sous-produit catégorie 3, jusqu'au plus élevé, sous-produit catégorie 1. Donc en haut, en gros, on est en cas de grippe aviaire, alerte, etc. Nous, dans notre cas, on est des produits avec un risque sanitaire faible mais existant. On est bien en sous-produit animal de catégorie 3. Et le texte de loi définit comme quoi les DCT, déchets de cuisine et de table, sont des sous-produits animaux de catégorie 3. Et là, c'est la petite subtilité. J'ai pas dit les sous-produits animaux, j'ai dit les DCT sont des sous-produits animaux. C'est-à-dire que votre feuille de salade, à partir du moment où elle a été servie, elle devient un sous-produit animal, parce qu'elle a été servie, elle devient un DCT, donc elle devient juridiquement un sous-produit animal. Même si je comprends bien que c'est du végétal, juridiquement, elle prend ce statut de sous-produit animal. Et qui dit sous-produit animal dit risque sanitaire. Donc, pour pouvoir traiter ces déchets-là, il nous faut un agrément sanitaire. Voilà, c'est obligatoire. Hein, l'État veut vérifier que les gens qui font le traitement de ces matières à risque, même faibles, sachent bien faire, en gros. Alors, un agrément sanitaire, c'est un peu une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots, et c'est pas du tout adapté à nos process en gestion de proximité. Donc, on va avoir des dérogations dans le cadre spécifique du compostage de proximité si, et c'est là où on va rentrer dans les textes qui vont encadrer ce qu'on appelle le compostage de proximité. Donc on a 2 textes, une circulaire de 2012 et un arrêté de 2018 qui vont nous donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà pour le préambule, pour se mettre un peu d'accord sur les termes DCT, sous-produit animal, surtout, et considérer que même un site de compostage où vous dites on demande aux habitants de ne ramener que leurs fruits et légumes, on est quand même sous la réglementation des sous-produits animaux, parce que ces fruits et légumes viennent d'une cuisine, donc ce sont des sous-produits animaux. Il n'y a pas de négociation possible. Maintenant qu'on a posé ça, parlons un peu réglementation spécifique au compostage de proximité. Alors le premier point, ça va être sur l'échelle domestique, individuelle. Ben là, on est plutôt libre, il n'y a pas de règles spécifiques, au-delà du bon sens de gestion, et que le compost produit soit utilisé par celui qui l'a fabriqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, réglementairement, on n'a pas le droit de donner son compost à son voisin. Parce qu'on a décidé de prendre des, je vais mettre des guillemets, des risques
en faisant le compostage de sous-produits animaux. Donc ce risque, on l'assume jusqu'au bout, le compost, on l'utilise pour soi. Ça, c'est ce que dit la loi. Après, je ne suis pas sûr qu'un agent du gouvernement vienne vous voir si vous en avez offert à votre voisin, ça se passera bien. Mais la loi est là. Les seules contraintes, c'est le respect du voisinage. Il ne faut pas que ça sente, il ne faut pas que ce soit moche, etc. Donc en domestique, on est plutôt cool. Maintenant, on va passer au collectif. Donc le premier texte qu'on a eu, c'était en 2012, une circulaire. Et cette circulaire, elle a officialisé l'existence de la pratique. C'est-à-dire qu'avant 2012, on faisait du compostage de proximité, mais en fait, on n'avait pas le droit. Et donc ce texte a dit: «Oui, c'est bon, vous avez le droit et vous avez un régime dérogatoire à l'agrément sanitaire». C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous déclarer à l'État avec X critères et process pour justifier un bon traitement. Vous pouvez vous en passer. Donc c'était très bien, mais elle dit pas que, uniquement qu'on a le droit, elle va nous donner des contraintes aussi, le qui et le où. Donc elle va définir qu'il faut un responsable local, qu'il faut que ce soit supervisé par un maître composteur, qu'il y ait des référents, et cetera, et cetera. Et elle va définir aussi les méthodes, comment on installe et comment on gère un site de compostage. Il faut le déclarer au service urbanisme, il faut tenir un registre, il faut de l'affichage, que ce soit propre, et cetera. Donc cette circulaire était un premier pas pour encadrer notre pratique. Néanmoins, une circulaire, c'est uniquement des bonnes pratiques, c'est pas un texte de loi. C'est informatif, ce serait bien de faire comme ça. Donc l'État est revenu, grâce au RCC, sur un vrai texte de loi et en 2018 est enfin sorti un texte réglementaire sur la gestion de proximité. Alors ce texte, il est assez large parce qu'il ne parle pas que de compostage. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le titre 4, articles 17 à 21, que je vous invite à lire. Alors, tout est disponible, hein, les textes de loi sont disponibles sur Légifrance. Et donc ce texte, il certifie au niveau de la loi qu'on n'a pas besoin d'agrément sanitaire. Youpi! Il certifie aussi qu'on n'a pas besoin d'hygiéniser notre compost. Il ne nous dit pas qu'il ne faut pas le faire, il nous dit on ne doit pas prouver, on n'a pas d'obligation à le prouver qu'on hygiénise. Il définit un seuil maximum de DCT, donc de déchets de cuisine étable, qu'on peut traiter sur un site. 1 tonne par semaine, soit 52 tonnes par an, ce qui laisse beaucoup de marge, hein. Des sites à 50 tonnes, il n'y en a pas énormément en France, hein. Il apporte une notion en plus qui est l'exploitant. C'est vraiment le responsable juridique. Celui qui est défini comme exploitant est le responsable. Si un jour il y a une anomalie, c'est lui le responsable. Ça oblige à une formation pour le référent. Alors, ils disent pas que c'est la formation de l'ADEME, mais on pousse vers ça, hein. C'est vraiment la formation d'une journée pour que les référents sachent faire et sachent transmettre. Et enfin, il va être plus précis sur quel usage on peut faire du compost qu'on a produit. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus par la suite. Il précise également que nos matières compostées sont à la fin toujours des sous-produits animaux. On n'a pas changé de statut. Le compost qu'on a produit est encore un sous-produit animal à la fin du process. Donc on va rentrer dans le cas le plus majoritaire sur nos sites de compostage, c'est l'usage du compost par nous-mêmes. Donc l'arrêté d'avril 2018, il va définir qui a le droit de l'utiliser et où est-ce qu'on a le droit. Donc dans le qui a le droit, le premier qui a le droit de l'utiliser, c'est l'exploitant. Ah oui, c'est le responsable juridique, c'est bien qu'il puisse l'utiliser. Et on verra que cette notion euh, peut avoir des intérêts en fonction de qui on définit comme exploitant. Donc l'exploitant a le droit, très bien. Ensuite, tous les apporteurs de déchets de cuisine et de table, tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'au site avec des déchets de cuisine et de table, ont aussi le droit de l'utiliser pour eux. Et enfin, j'ai marqué les partenaires, mais avec un petit astérisque. C'est une question d'interprétation de la loi. En fonction des moments, le ministère dit oui, évidemment, le partenaire qui amène du broyat peut l'utiliser, ou la personne qui met à disposition le terrain peut l'utiliser. On est sur un flou où le texte ne le dit pas clairement. Donc il y a une certaine tolérance, mais je ne sais pas combien de temps elle peut durer. On n'a rien qui est tamponné de l'État qui dit oui, effectivement, les partenaires ont le droit. Donc là, par exemple, si la collectivité fournit le terrain
mais n'est pas l'exploitant. Si on prenait le texte stricto sensu, la collectivité n'aurait pas le droit d'utiliser le compost. Il faudrait qu'elle soit exploitante. Donc voilà, on a défini qui, donc l'exploitant et les apporteurs de DCT majoritairement. Maintenant, on va définir le où. Ce texte, pour des raisons sanitaires, il définit un emplacement maximum sur lequel on a le droit d'utiliser le compost. C'est au cas où un jour il arrive quelque chose, bah, on sait que le compost, il ne s'est pas épandu tout en France. Donc ça va être du localement, donc vraiment sur place, mais ce texte a un peu élargi le sur place, et c'est la ville, l'interco, la Comcom, et même les communes limitrophes à la Comcom. C'est-à-dire qu'on a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir utiliser son compost. En revanche, un habitant de Lyon qui a son compost de proximité ne pourra pas ramener ça dans sa maison de campagne à Nice, parce qu'il faut que ça reste dans l'agglo. Donc là, on a le qui, on a le où. Maintenant, on va aller voir bah, sur quoi on a le droit d'utiliser ce compost qu'on a produit nous-mêmes. Eh bien, c'est très, très large comme utilisation. On peut faire du potager, de l'ornemental, aussi bien l'un que l'autre. Il n'y a pas de contre-indication. Le seul point de vigilance, ce sont les herbes à fourrage et les pâturages. Alors, ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais il faut garder en tête, on a toujours un sous-produit animal. Le compost qu'on a produit est un sous-produit animal. Si on met ça sur un terrain où il y a des herbivores qui vont venir manger, il n'est pas impossible que ces herbivores mangent du compost, donc mangent un sous-produit animal. Un herbivore qui mange de la viande, on a vu ça avec la vache folle et d'autres petites choses, faut éviter. Donc voilà, donc dans l'usage, potager ou ornemental, aucun souci, on va juste éviter les pâturages et les plantes fourragères. Ce qui nous laisse quand même pas mal de possibilités sur un territoire. Donc ça, c'est le cas très très majoritaire. Maintenant, on va parler du cas de l'usage externe du compost. Que ce soit de la vente ou du don, c'est strictement le même cas au niveau réglementation. Là, la réglementation, elle regarde le risque sanitaire. C'est pas parce qu'on fait payer quelqu'un que le risque est moindre. Donc, on va redéfinir encore une fois le qui et le où. Donc, dans le qui, bah, on le donne ou on le vend. Donc, ça peut être à n'importe qui, pas de souci. Le où, lui, il change pas. Comme on n'a pas réduit le risque en tant que tel, on considère que l'usage doit rester sur l'agglomération ou l'agglomération limitrophe. Et ça, par exemple, on a eu une station-service qui voulait faire du compost et le donner aux routiers qui passaient par là. On leur a dit non, parce que ces routiers, a priori, ils n'habitent pas à côté de la station-service. Maintenant, il y aura un peu plus de contraintes sur l'usage. Bon, pâturage et plantes fourragères, hein, c'est toujours le cas. En revanche, pour ce qui est du potager ou du maraîchage, hein, on va être obligé de se limiter aux cultures racines. Alors, des agronomes nous diraient, mais ça n'a pas de sens, les cultures racines, ce n'est pas celles qui ont le plus besoin de compost. Mais ce texte, il n'a pas une vocation agricole et une vocation sanitaire. Et en fait, dans la tête des rédacteurs de ce texte-là, ils sont partis dans l'idée que si on déposait du compost euh, sur des fraises, potentiellement, le compost serait au contact et on pourrait manger la fraise directement. Donc, il y aurait un risque d'ingurgiter le compost. Comme ce risque n'a pas été pris par ceux qu'on produit, dans le cas d'avant, on prend le risque nous-mêmes, hein. On fait le compost, on l'utilise, c'est notre problème à nous. Là, comme on l'a donné ou vendu, pour limiter ce risque d'ingestion de compost, il limite ça aux cultures racines. Parce que des pommes de terre vont être lavées, épluchées, etc. Donc il n'y a plus de risque d'avoir un contact direct de compost avec la bouche. Donc déjà, c'est le premier point différenciant, c'est le fait que ce soit un peu plus contraignant sur la partie potager-maraîchage. Le deuxième point très contraignant, c'est que en plus, si on veut le donner, il faut faire normer ce compost, selon la norme en vigueur, qui est la NFU 4451, en cours d'évolution, mais aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, il faut faire des prélèvements, l'envoyer à des laboratoires qui vont vérifier en termes d'agronomie, en termes de risques pathogènes, en termes d'éléments métalliques, etc., si tout va bien. Et c'est une fois que c'est normé qu'on peut le distribuer, le donner. Faire normer un compost, c'est par lot, ça coûte cher. On est sur à peu près un peu plus de 1 000 € pour faire normer. Donc, le modèle économique de normer son compost pour pouvoir le vendre, il n'est pas vraiment tenable.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'usage, externe qui est assez peu utilisé, parce que finalement ceux qui vont faire ça, c'est soit des grosses structures qui vont faire des sites à 40 ou 50 tonnes, des structures professionnelles et ça va rentrer dans leur modèle, admettons. Soit ça va être plutôt des collectivités et leur objectif, c'est pas en soi de le donner ou de le vendre, mais c'est de faire un coup de communication de projecteur dessus. En disant: «Oui, regardez, on a vérifié, il est normé, il est tout beau, tout propre, voilà, on peut le distribuer à tous les habitants». Hem, voilà les principales contraintes, que ce soit en usage interne ou en usage externe, du compost de proximité et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour voir les projets qui sont un peu à la marge de, de tout ça. Heu, on a un temps qui est court, donc je ne vais pas parler spécifiquement de la norme ou du règlement sanitaire départemental, mais il y a des petites subtilités qui peuvent, aller par-dessus. Mais au moins vous avez les grandes lignes pour la réglementation et on verra quand je reviendrai tout à l'heure les projets un petit peu, zones floues qu'on peut se permettre. Et je vais rendre la main à ma confrère suivante, les biodéchets. Ensuite, on va parler des DCT, les déchets de cuisine et de table. Alors c'est un terme à retenir, hein, quand on fait de la gestion de proximité, parce que c'est ce qui va, influer sur les textes, par la suite. Donc les DCT, déchets de cuisine et de table, c'est tout ce qui a été préparé en cuisine, d'une manière ou d'une autre, ou tout ce qui a été servi à des gens. À partir du moment où le moindre aliment a été servi ou cuisiné, il prend le statut, le tampon DCT. On va aborder une notion un petit peu plus loin, les sous-produits animaux. Donc c'est assez logiquement tout ce qui vient de l'animal, hein, de la viande, du poisson, mais aussi tous les produits dérivés, le lait, les œufs, etc. Ou les produits qui contiennent ces produits-là. Un gâteau contient des œufs, donc un gâteau automatiquement devient un sous-produit animal. Faut voir, hein, c'est pour des questions sanitaires, hein, on est toujours, enfin, on est plus souvent malade avec un poisson qu'avec une aubergine. Et donc les textes réglementaires dont on va parler heu, prennent cette optique sanitaire, pas du tout l'optique agronomique. Donc la question derrière, c'est, hem, si on composte du DCT, y a-t-il des risques sanitaires et comment les maîtriser? Eh bien, on verra que la dé la, mmh, la réglementation européenne définit les sous-produits animaux en 3 catégories, du moins risqué, les sous-produits animaux de catégorie 3, jusqu'au plus risqué, soit, sous-produits animaux de catégorie 1. Donc le catégorie 1, c'est vraiment ce qui est craignos, hein, c'est, quand on a une grippe aviaire, une épizootie et cetera. Le 2, ça va être les cadavres d'élevage et lisiers et le catégorie 3 qui est la moins risquée, donc risque mineur mais risque existant, c'est là où on va retrouver nos déchets de cuisine et de table. Donc par définition juridique, de toute façon, nos déchets de cuisine et de table sont des sous-produits animaux de catégorie 3, y compris la moindre, courgette, feuille de salade, banane que vous avez servie. Cette banane ayant été servie, c'est un déchet de cuisine et de table, donc c'est un sous-produit animal de catégorie 3. Voilà. Bien que ce soit du 100 végétal, elle rentre dans la catégorie sous-produit animal de catégorie 3. Et comme il y a un risque même mineur, bah, si on traite ce type de déchets, bah, il nous faut un agrément sanitaire. C'est-à-dire que l'État doit vérifier que l'installation qui va traiter ces déchets respecte bien les règles et normes en vigueur en termes de traçabilité, en termes d'hygiénisation, etc. Mais ça, c'est, compliqué à mettre en œuvre et c'est très inadapté au compostage de proximité. Donc heureusement, on a eu des dérogations dites de compostage de proximité sous certaines conditions et on a 2 grands textes qui vont nous encadrer, une circulaire qui date de 2012 et un arrêté de 2018 et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie. Merci Jérôme. Alors effectivement, je vais prendre la main. Vous devez avoir mon partage d'écran, n'est-ce pas? Tout est bon pour Normalement, vous? c'est bon. OK. Donc, comme on le voit sur cette slide, je suis Coralie, bienvenue. Je vais, animer une séquence, où on va un peu mettre les mains dans le compost, même en visio. Vous allez voir, ça peut presque marcher.
Et donc, pour faire suite à Jérôme, donc moi je suis la jardinière partageuse, j'exerce à Lyon, donc en freelance dans le cadre d'un groupement et je vais saluer mes consoeurs qui sont dans cette salle virtuelle, à savoir Pistil et les Compostelles, et depuis une dizaine d'années, de manière assez intense sur le territoire de la métropole de Lyon. En ce qui me concerne, j'anime beaucoup de visio et de formations sur le jardinage zéro déchet et le compostage. Et de même, évidemment, on déploie sur le terrain des ateliers pratiques et autres pour animer le réseau notamment, mais aussi pour mettre en, en œuvre, on va dire, nos sols vivants. Donc, du coup, je vais avoir une demi-heure pour vous parler de l'usage du compost pour les particuliers. Alors, les particuliers, c'est la famille dans son jardin, mais c'est aussi des composteurs collectifs dans des petites copros, etc. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse voilà, de vous présenter, c'est de rappeler que on va fabriquer, mais surtout bien utiliser le compost dans son jardin pour avoir un sol vivant, hein, c'est la semaine du sol vivant, c'est d'actualité, des plantes en bonne santé, donc de fait, et puis bien sûr l'avantage, comme on le dit toujours, mais c'est toujours aussi un message qu'on répète, c'est un amendement naturel, gratuit, de qualité et à portée de main toute l'année. Donc effectivement, j'étais en train de vous expliquer que, quand on est sur le terrain et qu'on parle d'usage du compost, on parle de compostage au pluriel et de paillage, puisque l'idée, c'est quand on va faire son compost et l'utiliser, c'est qu'on est en permanence en train d'apprendre, d'expérimenter, nourrir son sol, mais surtout, bien sûr, valoriser les biodéchets de cuisine, comme l'a rappelé, Jérôme, mais aussi, bien sûr, tous les résidus végétaux, du jardin et ce, au fil des saisons. Alors, le premier geste évidemment, dans le bon usage du compost, c'est d'avoir des bons ingrédients à la source, hein, pour avoir, effectivement un compost de qualité. On va, bien sûr composter en bac, mais qui dit composter ses épluchures en bac, c'est, utiliser aussi de la matière sèche et donc des résidus de culture de son jardin, que l'on va, du coup, évidemment valoriser et optimiser et réduire d'autant, par rapport à la biomasse que l'on peut avoir à disposition, surtout en cette saison et à l'échelle de notre territoire, hein, sur la métropole, c'est 28 000 tonnes de déchets qui sont apportés en déchetterie et l'idée, c'est bel et bien, de garder les ressources, et ces ressources dans le jardin pour valoriser ces désherbages en mélange avec les épluchures, tous les résidus de taille, bien évidemment, hein, qu'on va avoir dans le jardin. On va aussi bien composter et bien utiliser son compost paillé grâce aux tontes séchées que l'on va pouvoir utiliser comme foin de jardin. On va aussi utiliser pour bien, protéger le compost, une fois qu'il est pendu dans le jardin, toutes les feuilles, qu'elles soient en silo, ou qu'elles soient stockées en sac, c'est une véritable ressource et puis bien sûr, on va utiliser, du broyat de branches que l'on va broyer grâce à un broyeur si on en a un, mais on pourra aussi bien sûr utiliser sa tondeuse et encore une fois, l'huile de coude inépuisable en ce qui nous concerne, jardiniers et jardinières. Donc c'est en termes de ce préambule par rapport à l'usage du compost, c'est vraiment d'avoir aussi tout cet écosystème à l'esprit et surtout à disposition dans le jardin parce qu'il faut beaucoup de ressources pour bien utiliser, le compost et pour qu'il soit optimal quand on les pense sur les cultures potagères, ornementales, arbres et autres. Je vais vous montrer des exemples. Donc ce qu'il faut aussi voir pour le bon usage du compost et puis pour vraiment la bonne optimisation des matières, c'est qu'on va avoir le compostage en bac, mais aussi le compostage en tas, celui qu'on fait en ce moment à l'automne parce qu'on a beaucoup de biomasse dans le jardin. L'idée étant de tout garder, hein, d'avoir un jardin, aujourd'hui sans import et sans export, si je puis dire. Et donc ça, c'est aussi une dimension importante et on va voir, je vais vous montrer des exemples, eh bien de compostage, d'utilisation du compost quand il vient du bac, mais aussi, que l'on peut faire sur place. Alors,
Dans l'idée aussi pour le bon usage du compost et ce que le message que l'on fait passer, auprès du grand public et de ses proches, c'est qu'effectivement, l'idée c'est qu'on va pouvoir composter un maximum de matière. On peut même tout composter dans l'idéal et une brouette de compost, de matière brute, hein, de matière comme ici, elle va véritablement, et bien se transformer dans notre jardin et il y a un aspect aussi en termes, d'usage, c'est combien de compost je produis par an? Est-ce que ça va me suffire? Alors déjà, le compost évidemment que l'on produit soi-même est de très grande qualité et on en a l'historique et le plaisir, l'émerveillement de le faire. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout que ça va avoir un impact par rapport, au fait de ne plus acheter ou quasiment pas acheter de compost en jardinerie, de compost industriel qui, comme vous le savez, n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on peut produire, hein. Moi, je parle pas du compost, mais des composts, hein. C'est vraiment, très, très important de le rappeler et donc quand on a un citoyen équipé d'un bac de 400 litres comme ici, c'est typiquement le modèle, qui a été distribué, à grande échelle, sur notre territoire. Eh bien, quand on a un bac de 400 litres, on va pouvoir, produire, environ, hein, 4 brouettes de compost, c'est-à-dire, et ben 4 fois 100 litres, de compost, ce qui n'est pas rien et ce compost, bien sûr, il va permettre d'être utilisé au jardin. Et quand on fait un petit calcul, quand on a à peu près 4 brouettes de compost, si on fait une seule récolte par an, eh bien ça va permettre d'amender 125 carrés de terre cultivée, hein, typiquement en terre de potager. Donc ça donne un ordre de grandeur. On va voir également qu'il n'y a pas du compost, des composts, mur demi-mur et donc c'est bien là aussi, l'importance de bien utiliser le compost pour pas avoir de mauvaises surprises d'ailleurs, au jardin et sur les plantes et donc il y a un petit peu, il y a vraiment 3 aspects que l'on souligne et qu'il faut se rappeler pour bien utiliser le compost. C'est qu'on quand on va composter comme ici en bac, on va distinguer le compost demi-mur et mur, qui est différent en termes d'usage. Le geste qu'il faut bien retenir, toujours rappeler et qui est pas toujours, facile à faire passer, c'est que pour qu'un compost soit optimal dans un jardin, il faut toujours l'épandre à la surface du sol et le pailler, ça c'est le 2e élément et puis encore une fois, OK, il y a le bac, mais il y a toujours la possibilité de composter en place, que ce soit en couche ou en tas, avec les résidus végétaux et sans parler des épluchures. Donc ça, c'est vraiment les 3 aspects et je vous propose, bien de les observer et de voir comment nous on l'expérimente dans des jardins, et avec quelques photos que je vous ai préparées. Alors c'est vrai que là, vous voyez en plus des visuels que nous utilisons, à la métropole, hein, puisque donc il y a eu tout un travail, aussi de communication et de mémo que nous distribuons aux usagers, puisque ça aussi c'est un moyen de bien utiliser le compost et donc effectivement quand on a un bac, il faut bien rappeler qu'il y a 3 étages et 3 usages et donc en termes de tempo et de timing, il faut que le compost soit suffisamment, maturé ou non d'ailleurs, mais on sait qu'à partir de 6 mois, on va pouvoir utiliser un compost. C'est une moyenne, hein, ça va dépendre de la température et de l'humeur du jardinier, mais donc à partir de entre 6 mois et 9 mois, on sait qu'on aura un compost jeune qui est au milieu du bac. Un compost mûr qui est bien au fond, qui est plus ancien, qui aura entre 9 et 12 mois et puis bien sûr, les déchets qui sont en surface. Alors curieusement, donc on a 3 étages et 3 usages, sachant qu'on va avoir, pareil pour bien optimiser, hein, cet usage du compost, si on n'a qu'une récolte par an, on va s'organiser pour l'utiliser au printemps ou à l'automne dans le jardin. On va pouvoir aussi, les particuliers ou même les petits collectifs s'organiser pour, avoir cette matière au bon moment et 2 fois par an, donc avec 2 récoltes, plus ou moins matures, mais ça c'est tout à fait envisageable. C'est aussi une notion importante que l'utilisation en fonction des saisons. Alors, voilà un bac, que l'on va s'apprêter à récolter
adapté et ça, c'est peut-être en termes d'usage du compost, c'est peut-être une étape très importante dont on ne parle pas assez, et donc là, on voit un bac qui s'ouvre entièrement et ça, c'est vraiment essentiel pour avoir accès à toute la matière et ce qu'on fait souvent en atelier ou ce que je rappelle en tout cas souvent dans les visios que nous menons, eh bien, c'est qu'on a toujours donc ces fameux 3 étages que l'on retrouve et que l'on va utiliser différemment. Donc on ouvre entièrement le bac, on met bien de côté tout ce qui est frais, ça c'est un important de le rappeler, mais surtout donc on va, séparer, on va avoir, 2 récoltes, une récolte de compost demi-mûr que l'on voit là qui est beaucoup plus grossier et puis du compost mûr dans le fond qui va avoir un usage spécifique. Alors on va vider le bac, on va l'épandre au jardin, on va pouvoir même le mettre en sac dans des vieux sacs de terreau, voilà, parce qu'on ne les achète plus et que ces sacs sont bien solides, qu'on va les recycler. Mais donc on va vider le bac et on va utiliser ce compost directement au jardin. Donc comme je le disais, épandu à même le sol, donc là on voit que c'est un futur massif, donc on va l'épandre en surface pour ensuite le pailler. Mais ce que je voudrais rappeler et ce que nous rappelons toujours au cours de nos sessions de formation, de nos ateliers, ce qui est important de retenir, c'est que le compost demi-mûr, en fait, il est très appétissant, comme on le voit sur cette photo. On le reconnaît parce que sa texture est hétérogène. On a encore beaucoup de verre rouge, de champignons très odorants, hein, donc les micro-organismes sont encore très actifs, mais il est surtout très riche puisqu'il a beaucoup d'éléments minéraux. Il y a une minéralisation, on va dire, primaire, hein, qui fait que tout est à disposition et donc il est très riche. Le compost demi-mûr doit être apporté à des végétaux adaptés parce que si on a des plantes pour qui c'est trop puissant, même en termes de quantité, mais aussi de nature, hein, de qualité, on va avoir de mauvaises surprises et des végétaux qui peuvent brûler et où on peut avoir un blocage, comme on dit, du sol. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Donc on pense toujours, beaucoup de personnes pensent que le compost est vraiment la panacée et que plus on en met, plus on aura de récoltes. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc grosso modo, le compost demi-mûr, on va le donner, aux arbres, aux arbustes, à toutes les plantes du jardin, en pleine terre vivace et aux légumes, gourmands du jardin, à savoir les légumes ratatouille pour faire court. Le compost mûr, lui, donc c'est important de le distinguer comme je le disais pour bien l'utiliser. Donc le compost mûr, on parle d'humus stable puisque la transformation a été aboutie. On est sur des composts entre 9 mois et 1 an. Dans cet ordre de grandeur. Donc là, la transformation est complète. On le reconnaît parce qu'évidemment, il a un aspect fin, homogène. On n'a plus du tout de micro-organismes qui grouillent, si ce n'est ce genre de petites larves que vous connaissez bien, hein, les cétoines. Mais donc, le compost mûr que l'on récolte, hein, comme bien au fond du bac ou du tas, eh bien, il va être intéressant parce que il va avoir une action de longue durée sur le sol et donc sur les plantes et il n'y a pas ce risque d'excès d'éléments minéraux et dès lors qu'on a fait cette distinction, eh bien, on va bien l'utiliser au jardin en fonction des besoins des plantes, hein, parce que, elles n'ont pas toutes les mêmes besoins et donc le compost mûr, je vais vous montrer, d'autres images. On va pouvoir l'utiliser, à d'autres, à d'autres, à d'autres sur d'autres, dans d'autres circonstances, dans d'autres situations et beaucoup plus larges, hein, notamment. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de voir, justement, n'hésitez pas évidemment à poser des questions dans le chat. J'ai sélectionné quelques petits chantiers que nous avons faits d'usage du compost, très concrets. Et donc je vous propose, eh bien d'en faire le tour, de venir avec moi au jardin. Donc là, nous sommes à Caluire et on est sur un composteur collectif, dans une résidence avec, 3 bacs, de 1 000 litres. Et donc cette résidence d'une quinzaine de foyers quand même, a rempli beaucoup trop vite son composteur. On a un compost qui s'est rempli en 3 mois et donc on doit les vider
et on a un compost donc après transvasement qui a, 5 petits mois de vie et donc il est, autrement dit, plus que demi-mûr, il est quart mûr, on va dire. Donc dans ce cas-là, eh bien, voilà ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, il y avait un potager moribond un petit peu à l'abandon, donc vous voyez qu'on a vidé le compost, à même le sol, à même les cultures, donc il est encore, très actif et il a encore besoin de maturer, mais ça tombe bien car on devine la belle lumière de septembre sur cette photo. Donc on épand le compost, on ramasse tous les résidus, du jardin qui traînent à droite et à gauche, hein, les feuilles sous les haies, et en octobre, il y en a pas forcément. Mais donc on épand le compost, on rassemble les résidus et on va le recouvrir complètement, hein. L'idée, c'est de pailler le compost. Alors ça, c'est pareil, ça demande beaucoup d'anticipation pour les jardiniers ou les petits collectifs ou grands collectifs, hein, de jardins partagés, de résidences et autres. Et donc on va recouvrir, et pailler le compost pour bien le protéger puisque c'est dessous que la vie se produit. Et évidemment, ces feuilles vont être digérées. Donc le paillage du compost pour le bon usage est vraiment important. On va faire un saut dans le temps. Donc là, vous voyez on est en octobre-novembre, on a recouvert ce compost qui était, plus que plus que pas encore tout à fait, tout à fait, transformé et les feuilles vont disparaître complètement. On est au mois de mai, les feuilles sont dessous comme vous pouvez le deviner. Les jardiniers et jardinières ont anticipé, on fait du foin de jardin, on fait sécher les tontes grâce à l'entreprise qui a séché, les tontes et surtout qui les a mises de côté, pardon. Donc on a déjà le potager qui est bien avancé, qui pousse et donc là, tout le travail, du sol vivant, peut être observé puisque vous voyez que sur cette photo, donc on est à peu près 6 mois après, le premier épandage. Et bien quand on creuse avec les doigts, pas besoin d'outils, on reconnaît le compost qui a été épandu, qui a bien maturé, qui est, bien actif et profitable pour les plantes. Et on a donc tout ce processus du sol vivant, compostage et paillage, qui se met en route et en cycle dans ce type, en tout cas, d'expérimentation et de jardinage dans cette copropriété. Donc voilà un exemple. Donc le message encore et toujours, c'est d'épandre le compost. Là, on est sur un exemple potager, hein, et donc c'est véritablement de l'épandre en surface et de laisser la vie biologique du sol se faire. Et je vous propose de voir un autre exemple, toujours, alors là, on est plutôt sur un jardin de rue. On va jardiner cette terre, qui est beaucoup moins accueillante que l'image précédente, mais c'est une réalité, hein, donc on peut avoir des sols très fatigués, des sols de remblai ou des sols pollués. Donc le bon usage du compost, eh bien, ça va être à la fois de composter et de préparer les matériaux de paillis. Alors, voilà ce que l'on fait, du côté de Villeurbanne, pour ne pas citer cette ville et de la Part-Dieu. Donc on ramasse les feuilles en ce moment, donc on en fait de jolis baluchons que l'on stocke, pour, tout simplement, eh bien, faire des réserves. On les stocke dans les jardins. Là, vous êtes sur un tout petit jardin partagé, donc avec, ce sol qui est très, très dégradé. On ramasse les feuilles, les bonnes feuilles dans la rue. On a des composts de rue, hein, de quartier, ou de en l'occurrence là sur une UMJC. Donc, ce petit jardin, que l'on veut, refertiliser, eh bien, on a épandu, on a vidé le compost, là c'était un projet de l'année dernière, mais vraiment à cette époque-ci, puisque c'est la bonne période comme vous le savez. Donc ça c'est important aussi de le rappeler, hein, il faut le faire à la bonne saison. Donc on a épandu le compost sur cette terre extrêmement aride, extrêmement tassée. Donc on en fait, eh bien une couche avec le compost dont on dispose, hein. On sait que c'est à peu près 3 kilogrammes par mètre carré. Ça, c'est un chiffre un petit peu moduleur, on va dire. Et puis, bien, on a épandu le compost et on va épandre les feuilles sur 10-15 centimètres, hein, toujours pareil. On fait ce sandwich avec différentes matières que l'on peut avoir à disposition dans son jardin, là où on se situe, hein. Si on est à la campagne, dans le nord de la France, dans le sud, dans le centre ou peu importe, on a toujours des matières organiques. Ici, vous voyez du coup, 3 parcelles qui ont une surface de compost
protégé, épaillé avec des feuilles de platane parce qu'on n'en manque pas sur notre métropole, des feuilles, de zelkova, de la paille et j'en passe, hein. Donc il y en a pour tous les goûts, mais l'idée c'est toujours de faire, en début d'automne, optimiser, épandre le compost pour qu'il continue à donner le meilleur pendant l'automne et jusqu'au printemps et puis bien sûr, de le protéger et de faire en sorte que les feuilles puissent se décomposer sur cette litière active. Alors, ça ce sont des exemples et je voudrais vous montrer également, bon, des façons de composter et d'utiliser en fait, le compost, en circuit ultra court qui consiste à faire, tout simplement des planches de permaculture. Il y a tout un tas de noms, hein, des lasagnes, en tout cas des composts en tas qui vont permettre, ben, de composter hors les murs, si je puis dire, en tout cas hors les bacs, puisqu'on a des pléthores de matières, qui ne doivent pas aller en déchetterie, mais qui doivent bel et bien rester dans nos jardins. Donc là, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, dans un jardin très rural, il y a des grandes, voilà, des grandes installations de mélange de matières plutôt équilibrées, broyées au fer de bêche très grossièrement, mais qui vont permettre, eh bien, de composter sur place pour ensuite planter directement, hein. Dans ces tas de compost. Donc l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on composte beaucoup, beaucoup de matière. Elle est tout de suite, à disposition. Elle va bien sûr aussi monter en température puisque dès lors que l'on dépasse, 1 à 2 mètres cubes eh bien, on l'a expérimenté, hein, on va tout de suite avoir une forte montée en température, jusqu'à 70 degrés, et ce qui permet de pasteuriser le compost, contrairement au compost en bac qui va être plutôt un compost à froid, hein, donc qui est différent et qui va permettre, eh bien, de valoriser une grande quantité de matière, mais aussi, eh bien de composter, les tomates contre le noir, l'oïdium, qui est sur les courgettes et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment aussi, important, les différentes, façons de composter vont amener des qualités de compost et d'usage, eh bien, aussi adaptés et différents en fonction des jardins. On a quand même une jolie matière, au bout de quelques mois. Allez, je vous montre une autre façon de faire, d'utiliser le compost qui est un petit peu, comment dire? Qui est vraiment très très, très, très efficace, qui peut être appliqué dans toutes sortes de contextes. C'est la lasagne, mais vraiment la lasagne à proprement parler, hein, puisque à proprement en tout cas, que que l'on vraiment que l'on identifie comme tel. C'est un atelier qu'on a fait hier, dans le cadre de la fête du sol vivant dans un jardin partagé et là on a un usage du compost qui est vraiment, très intéressant puisque, il va permettre, comme on voit sur cette assiette, d'accumuler différentes couches de matière organique du jardin qu'on a vraiment à foison, hein, actuellement. Donc là, on va mettre du carton parce qu'on est sur un sol pollué, que l'on ne peut pas cultiver et pour autant, c'est un grand jardin à partager, très nourricier, qui se met ainsi, en culture depuis, plusieurs années. C'est le jardin de la Passerelle pour mes collègues de Compostelle, qui le connaissent, qui sont, voilà, qui nous écoutent aussi. Donc là, vous voyez qu'en termes de compostage, on va faire du compostage sur place sur les sous-couches de la lasagne. Vous connaissez sans doute le procédé, mais voilà, l'idée c'était de le partager, hein, au cours de cet échange, cet après-midi. Donc là, on récolte tous les résidus de culture, on les coupe au fer de bêche grossièrement et on va monter la lasagne sur carton avec des branchages, tous les petits branchages, résidus de taille qui traînaient dans le jardin, qu'évidemment il est interdit de brûler et encore moins, pratique d'envoyer en déchetterie en bus quand on habite dans ce quartier-là de Caluire. Des résidus de paille parce que ça traîne dans le jardin et bon, hein, et cetera et cetera et vous voyez que là, on va, utiliser, et ben, pour une petite lasagne comme ça, on va utiliser 2 brouettes de compost à la surface, hein, puisqu'on finit toujours par une couche de compost mûr et donc voilà la lasagne qui est montée et c'est un usage très, 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 très répandu et très intéressant, très pédagogique aussi, sur les jardins. Alors je ne sais pas, j'entends des voix, est-ce que c'est normal? Je pense que voilà, il y a un petit micro qui s'est rouvert et puis,
comme j'ai une petite demi-heure, il me reste, à peu près 5 minutes. Je voudrais simplement vous donner des indications aussi, en tout cas que nous on transmet, lors des formations, des ateliers ou des visios, de quantité. Parce que donc là, j'ai beaucoup insisté sur le paillage et sur, vraiment le compostage en tas, en bac, en lasagne, et cetera, et cetera. Donc, je vais vous montrer quelques diapos qu'on utilise, ou en tout cas quelques indications que l'on donne et qui sont importantes pour donner des repères, pour qu'il n'y ait pas encore une fois de contre-emploi du compost. Et puis avant ça, je vous montre quelques petites photos aussi d'autres lasagnes, hein, voilà, qu'on met en œuvre dans les résidences qui ont des composteurs collectifs. Là, c'est un jardin dans lequel il y a 5 familles qui compostent, donc, et qui compostent en famille, comme vous voyez sur cette photo. Donc là, le principe de la lasagne va être le même. On a des petits carrés potagers, on a mis le carton, le compost qui va bien, on a ramassé les feuilles des arbres et puis on a le plaisir de la récolte. Encore une fois, c'est des façons d'utiliser le compost très ludiques et très efficaces. Alors, pour les quantités, donc je vous ai bien expliqué qu'il y avait le compost mûr et pas mûr. Je vous ai expliqué, mais vous le savez. Et donc, là, donc pour ce qui est des usages, donc on sait que le compost mûr ou demi-mûr est pendu en surface au pied des arbres, du verger, des arbres fruitiers, de l'arbre de Judée ou du joli, magnolia. Donc on va en donner, comme ordre de grandeur, à peu près 5 litres, un tiers de seau à vendange, hein, ou un petit peu plus si on en a, mais donc épandu en surface et toujours paillé quand il s'agit d'un arbre, plutôt avec du broyat longue durée, hein, donc ça c'est un ordre de grandeur. Pareil pour les arbustes, bon, type hortensia ou arbustes qui sont très gourmands. On sera sur pareil, un ordre de grandeur de 3 à 5 litres de compost mûr ou demi-mûr, hein, peu importe, au pied des arbustes. Pour ce qui est des vivaces, eh bien, forcément, on en met une grosse poignée. En tout cas, on va aller décrescendo en termes de quantité. Ça, c'est assez logique et ça parle aux jardiniers et jardinières, débutants ou chevronnés. Mais surtout, on insiste encore une fois sur le fait qu'il faut l'épandre en surface et le pailler. L'intérêt du compost, là, vous le voyez, on est dans un îlot de chaleur, et le bon usage du compost, on va aussi vraiment le mettre en avant par rapport à la rétention en eau, hein, et à la capacité de retenir l'eau du compost au-delà des éléments nutritifs et évidemment de l'aération du sol. Mais ça, c'est donc ça donne un ordre de grandeur. Là où il faut aussi insister pour le bon usage du compost, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde et de tout pour faire un jardin. Et dans nos jardins, on a beaucoup d'aromatiques, on a beaucoup de plantes méditerranéennes, de plantes de rocaille qui aiment la caillasse, qui détestent le compost. Et il y a souvent eh bien, des contre-emplois, notamment nous en milieu urbain, par rapport à ce compost. Et on a eu des mauvaises surprises. Il a fallu redresser la, redresser la barre et recadrer pour bien l'utiliser, ce compost dans nos jardins partagés ou autour de nos sites de compostage collectif ou individuel. Et puis bien sûr, donc, ce sur quoi on insiste, c'est que quand on va avoir des jardinières, et évidemment c'est le cas quand on a des composts de quartier ou autres. Donc on va toujours utiliser du compost mûr. Ça, c'est vraiment, vraiment le message important à retenir. Surtout pas de compost demi-mûr ou à peine décomposé. Donc on va le mélanger aussi parce que beaucoup de jardiniers, vous voyez que là on est dans une résidence senior avec des bacs potagers hors sol. Et là c'est pareil, erreur d'utiliser du compost qui n'est pas suffisamment mûr. On va utiliser du compost bien décomposé et jamais pur. Beaucoup de gens nous disent: «Ah mais je vais mettre que du compost, je vais avoir de magnifiques légumes». Pas du tout. Là on repique des mâches, hors de question d'avoir un sol trop riche et on va mélanger 2 tiers de terre végétale pour un tiers de compost mûr. C'est l'ordre de grandeur que l'on peut donner. Voilà. Voilà pour les en tout cas, vous voyez que, comme on dit souvent, on ne peut pas tout, donner tous les usages du compost parce qu'il faut toute une vie pour en faire le tour, presque, une vie de jardinier ou de jardinière, mais on évite de faire les erreurs et
c'est à travers, en tout cas, ces indications qu'on arrive à cadrer le bon usage du compost. Et puis, bah, tout simplement rappeler, on rappelle, aussi toujours que, bah, utiliser le compost, c'est évidemment important. Il y a beaucoup d'usagers qu'on rencontre, nous, sur, nos animations, bah, qui ont un compost, mais qui le vident rarement, ou en tout cas qui en sont encore à l'ancienne, qui ne démoulent pas le bac ou qui ne l'ouvrent pas comme je l'ai montré. C'est pour ça que je tenais à l'illustrer en photo, sur cette séquence de présentation. Et puis, ben, on le sait, hein, en tout cas, c'est Jean-Paul Torres qui le dit, il faut 10 kilos de compost pour produire 10 kilos de légumes, donc c'est sans fin et c'est tous les ans et c'est cyclique. Donc ça, évidemment, ça fait partie des motivations du compostage. Le bon usage du compost dans le jardin, pour nous, c'est important de rappeler que c'est beaucoup plus d'auxiliaires et beaucoup plus de vie, évidemment, dans le jardin, parce que, voilà, ça, c'est une photo dont je suis fière, qui est prise, dans la rue du Guesclin, en plein cœur de Lyon, dans un jardin de rue que je connais bien. Et bien, si vous avez un bon sol vivant, plein de verre rouge, bien brouillant sous les belles feuilles qui le dissimulent, et bien, vous avez les merles qui s'en régalent et qui décident eh bien, d'élire domicile. Voilà, tout simplement. Donc le tour de la présentation. J'imagine qu'il va y avoir des questions dans le chat. Ben, merci beaucoup Coralie, c'était très intéressant en effet et du coup, bah, donc si vous nous suivez, vous venez d'arriver, donc on a fait un petit peu le petit tour avec des exemples très concrets, de l'utilisation, des usages du compost en tout cas et des différents types de compost, quand on a un composteur, chez soi, partagé, voilà, dans un jardin et donc là, on va passer avec Marie Chizel. Là, elle va nous présenter un petit peu, bah, dans une collectivité, qu'est-ce qui se passe avec le compost? Qu'est-ce qu'on en fait? Quels usages on en fait? Alors, est-ce que tu arrives à le partager? Oui, oui, c'est bon. Merci. Hop. Oui, ça fonctionne, super. Bonjour à tous. Nous, du coup, on a fait le choix de vous faire alors, je vais juste rouvrir comme ça, la présentation, un petit peu de la vue de notre fonctionnement. En fait, je suis dans une communauté de communes, Ambert-Livourde-Forez, dans le Puy-de-Dôme. Hem, une petite, du coup, une collectivité, assez rurale, 58 communes pour 28 000 habitants. Une petite une assez grande surface du coup, mais avec, du coup, moins de pas trop de monde. Nous avons en fait établi un programme qui s'appelle le schéma de local de gestion des déchets organiques, que nous avons fait valider, sur la période 2020-2026 et donc qui nous permet d'avoir, une vue d'ensemble, du coup, de nos actions sur 6 ans. Donc là, on arrive à terme, de ce programme, et du coup, je voulais vous présenter un petit peu, je voulais partir un petit peu en entonnoir, vous présenter un petit peu notre plan d'action, qui avait été mené du coup en 2019 pour vous montrer les résultats aujourd'hui et voir, où nous en sommes, et notamment on est en plein dans le sujet usage du compost par les communes. Alors, pour faire vite, là, je vous présente, du coup, rapidement. J'ai juste pas mis mon petit minuteur aussi. Hop là, voilà. Sinon, j'aurais un petit rappel. Donc, l'idée, c'était en 2019 de se faire un petit état des lieux de notre territoire, savoir où on en était. Plusieurs actions avaient été menées, mais du coup, on a fait, un petit peu le schéma de notre territoire idéal, et surtout avec tous les lieux de production des déchets organiques, des biodéchets, parce que du coup, on entendra bien déchets verts et les déchets de table. À savoir que dès 2014, on avait travaillé du coup avec notre plus gros producteur de déchets organiques, notamment le centre hospitalier d'Ambert. Donc on avait, du coup déjà une pratique, sur le compostage, grande capacité. Donc on touche un petit peu tous les domaines,
tous les acteurs, tous les domaines et tous les acteurs. On met personne de côté, et on s'appuie un petit peu de la réglementation, passée et à venir, notamment, sur, le compostage chez les gros producteurs, plutôt l'obligation de gérer ses biodéchets, le passage, du coup de la loi Labbé aussi, donc avec la suppression des phytosanitaires, dans les espaces publics. Et puis, encore plus historique, mais qui était pas appliqué, totalement sur notre territoire, l'interdiction du brûlage des déchets verts. Donc on fait notre petit état des lieux entre nos acteurs et les zones, de production de déchets organiques. Ce qui nous permet de travailler sur un catalogue d'actions. Alors on a eu aussi une opportunité, le Valtom, donc notre syndicat de traitement auquel la collectivité adhère, a travaillé dans ce sens aussi en même temps, au niveau départemental. Ce qui a permis vraiment de faire, un travail sur, on appelle ça le catalogue d'actions. C'est vraiment lister toutes les pistes d'action qu'on peut faire avec les acteurs du territoire et dans ce catalogue, on flèche le temps passé et les coûts et surtout le détournement qu'on pourrait avoir en déchets organiques. Ce qui nous permet, heu, de faire valider, en 2019, notre schéma local qui permet, du coup de nous fixer des objectifs, -59 de la part des biodéchets dans les ordures ménagères et -8 des apports des déchets verts en déchetterie. Hem, donc l'idée, c'est d'investir plutôt, localement, plutôt que subir les hausses des taxes de traitement. Ça, c'était un positionnement du syndicat de traitement et notamment avec, du coup, l'embauche d'ETP, donc des maîtres composteurs. C'est pour ça que je marquais que nous, on était, 3,8 ETP, sur cette mission-là et vous allez voir après, ça permet aussi de faire des économies. Toc toc, vite fait. Là, c'est vraiment pour vous montrer globalement, en fait, la politique continue là sur la maîtrise des coûts. L'idée, c'est de partir vraiment sur, l'objectif de réduction des ordures ménagères. Donc, avec tous les programmes, en fait, qui se sont déroulés, en fait, au fur et à mesure des années. Mais l'idée, c'est de bien s'appuyer sur des programmes pour pouvoir obtenir des financements, ce qui nous a permis, du coup, d'avancer aussi, plus facilement. Notamment, rapidement, on travaille avec les gros producteurs, hem parce qu'ils ont l'obligation de mettre en place le tri des biodéchets, mais aussi parce que du coup, la collectivité avait modifié le calcul de la redevance et donc une annonce avait été faite comme quoi ils allaient, avoir une redevance, fois 5, fois 6, voire même pour certains fois 10. Donc on leur a proposé un accompagnement sur la gestion des biodéchets, ce qui a permis de mettre en place, du coup, des actions avec un fort potentiel de détournement. De fil en aiguille, on met en place du coup, des autres sites de compostage. On met en place le tri des emballages avec, des bacs jaunes à chaque, emplacement où on trouve une poubelle ordure ménagère. Ce qui nous permet après de passer tout en douceur sur un passage du coup, ordures ménagères à une fois tous les 15 jours. Voilà et donc après avec, une application de règlement d'un collecte pour une surfacturation des bacs non triés. Ça c'est une petite vue d'ensemble, mais vous comprendrez après par rapport à notre usage du compost. Enjeux et résultats, on s'est fixé des objectifs sur des tonnages qu'on avait mesurés dans une caractérisation de 2018. Nous avions 1 260 tonnes de déchets verts, pardon, dans nos ordures ménagères, qui nous coûtaient à l'époque, du coup 120 € la tonne, on avait 2 200 tonnes dans nos ordures ménagères. Donc j'ai dit pour les déchets verts, ils étaient pas dans les ordures ménagères, mais plutôt en déchetterie. Déchets organiques, donc on était à 398 € la tonne tout de suite, en 2018 et là maintenant on est à 529. Vous voyez du coup on a assez, avancé, par rapport à 2018, on a nos actions, pardon. Hem
annonce aujourd'hui un taux de couverture sur notre collectivité à 70 donc de taux de couverture, mais on considère aussi que toute personne qui ait un jardin peuvent prétendre à un composteur gratuitement. Qu'on pour voilà, on tout le monde peut avoir accès à une solution. Nous, sur la collectivité, depuis le démarrage, on a fait le choix, on est parti plutôt dans l'obligation de moyens et de résultats. Donc, les collectivités en charge des déchets ont l'obligation de mettre des moyens à disposition. Donc la première phase, c'était mettre à disposition des équipements gratuitement. Du coup, que ça soit, tout ce qui est outils, panneaux, les composteurs, heu, on met tout à disposition. Ces équipements sont considérés comme des outils de collecte. Tous nos référents de sites sont formés gratuitement. Chez nous, du coup, c'est principalement des agents communaux qui ont pour mission le suivi régulier, l'évacuation de la matière et l'utilisation du compost. Les agents, du coup, de l'équipe biodéchets, dont je fais partie, nous, on a en charge l'installation avec les agents, mais du coup, c'est nous qui nous en occupons. Donc on fournit le composteur, on le fabrique, du coup, dans nos locaux, on l'installe. On s'occupe d'un suivi tous les 3 mois avec, bah, du coup, une gestion sur, un logiciel, qui est Logiprox. On les approvisionne en broyat en même temps et on assure l'entretien et on gère quand il y a des soucis, notamment, présence par exemple de rongeurs ou, difficultés de gestion de déchets autres dans les composteurs. Hem, Là, nous, actuellement, donc on détourne sur nos sites, sur nos plus de 200 sites du coup mis en place, on détourne 226 tonnes. Donc ça fait, si on calcule en détournement, on est à 43 000 € d'économisés sur la collecte et le traitement. Et ça, c'est sans compter nos distributions de composteurs individuels et la gestion des déchets au cimetière. Ce qui permet du coup d'éviter, des collectes d'OMR ou de réduire la fréquence. Là, ça, c'est du coup la base, de notre fonctionnement. Pardon. Pour nous, le levier de réussite en fait de notre, organisation, c'est aussi les formations référentes sites. C'est une obligation, donc là, on est à plus de 160 personnes, du coup formées. Il y en a 142, oui, plus de 140 et là, on a du coup, 3 sessions, cette fin de semaine, heu, actuellement ici. Donc il y a 140 personnes qui ont déjà fini le parcours référent de site. Heu, Ce qu'on propose, nous, c'est vraiment 3 formations par des organismes de formation PG Prox. Le module du coup, ben, la certification référent de site et on propose une autre demi-journée sur l'usage du compost et on va aller plus loin cette année sur la journée entière sur l'usage des composts dans les espaces verts. Là, ça sera vraiment pour les agents communaux, mais depuis 2019, on organise vraiment des formations où on mélange, tout type de public. On a des restaurateurs qui viennent en même temps que des instituteurs, des agents communaux, des agents d'entretien, de collèges, de maisons de retraite. C'est un petit mélange du coup qui est, souvent, très bénéfique là sur la tenue là des formations où du coup tout le monde se rend compte que, ben, tout le monde est concerné et que du coup voilà, il faut mettre en œuvre ce traitement des déchets organiques pour avoir une production non, ils n'ont pas forcément en tête qu'il y a une production de compost et une utilisation et c'est là où nous, on doit du coup, vraiment mettre l'accent sur, comment utiliser cette matière. On est monté un petit peu en puissance à partir de 2020, jusqu'à maintenant avec un objectif vraiment d'installer des sites de compostage et l'usage de ce compost avait été un peu mis de côté. Même dans les chartes d'engagement qu'on demandait du coup aux collectivités, on n'avait pas l'exutoire était pas évoqué et maintenant c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment parce qu'on se retrouve avec des agents qui sont un petit peu, des référents qui sont embêtés parce qu'en fait ils évacuent de la matière et ils la stockent sur des plateformes et ils l'utilisent pas. Du coup, nous, on est un peu frustrés parce qu'on connaît la valeur de cette matière. Hem
Donc on organise de plus en plus, des temps de valorisation, des rencontres sur des journées techniques pour les agents communaux et les élus, pour montrer en fait, l'utilisation du compost sur d'autres sites. On ne travaille pas que sur, l'usage du compost, mais l'idée c'est de montrer que d'autres l'utilisent et qu'ils puissent échanger entre eux. Cette fin d'année là, on va organiser, et sur l'année prochaine aussi, des analyses de compost pour les agents qui maîtrisent en fait le processus, pour pouvoir, donner encore, plus d'éléments, d'arguments pour utiliser ce compost. L'idée, c'est de vraiment donner du sens au compost produit. Le retour d'expérience, Ville d'Ambert, c'est la plus grosse commune, de notre territoire. Donc il y a 7 000 habitants à peu près. Une commune qui a déjà opéré en fait des changements de pratiques dans la gestion de leur espace vert, déjà depuis 2018-2019, notamment avec une volonté de supprimer les annuels, par des vivaces. Donc, ils ont une grosse utilisation de broyat. Ils connaissent la valeur du coup de la matière organique. Le profil du coup, de cette commune, depuis 2008, il y avait 6 sites de compostage qui se sont mis en pied d'immeuble. Ça a été un peu les premiers là dans le département sur, les logements office. On développe du coup le compostage en pied d'immeuble et du coup en 2017 on installe le premier site, de compostage partagé, géré par la commune d'Ambert, par les agents communaux. Initialement, le projet avait été validé en disant: C'est plutôt ce compost, il sera utilisé, sur le site du coup de la résidence de personnes âgées, où le composteur était installé, donc dans les jardinières, dans les petites, jardinières en hauteur, et puis finalement, en fait, on l'a très vite ouvert aux habitants parce qu'il y avait une forte demande. 2017, les déchets verts étaient non traités, évacués sur la plateforme de compostage de la collecte de la communauté de communes, voire, ou traités partiellement, mais, pas avec un fort usage. À partir de 2019, on installe 5 composteurs partagés, et là, ils commencent à composter leurs déchets verts. Du coup, on mélange. Et pour avoir un petit indicateur, ils ont acheté 174 sacs de terreau, pour, du coup, uniquement 50 sacs de terreau en 2022 parce qu'ils se sont mis à utiliser du coup leur compost produit, du coup sur leur site. Donc, des composteurs le compost des composteurs partagés, mais aussi du coup des déchets verts. En 2024, on installe 10 sites en tout. Ce qui fait maintenant, donc d'après les données Logiproc, c'est ce que du coup on voit sur le terrain, on estime à 33 tonnes de déchets de table détournés dans les composteurs. Donc là, il y a une fabrication de compost qui est beaucoup plus importante, mais ça représente encore que 30% le volume en fait des composteurs, du compost des composteurs partagés représente que 30% de la production mis en mélange du coup avec les déchets verts. Concrètement, ils évacuent la matière tous les mois, donc souvent c'est bien avant la maturation. C'est le mode de fonctionnement qui a été trouvé, qui est, sensiblement la plus simple pour, l'équipe technique. L'idée, c'est de massifier sur un site, donc avec les déchets verts, communaux. Donc il y a une tournée tous les mois. Ils ramassent, le compost à maturer et ils remplissent après de broyat. Ils font 2 tournées. En gros, les espaces verts nous annoncent du coup, 3 000 € par an d'économie de terreau pour la commune et pour la collectivité ALF qui est en charge des déchets, nous, on est, capable de dire que ça nous évite, plus de 6 000 € de charges de traitement de ces déchets. En plus, pour la mairie d'Ambert, du coup, on leur fournit à peu près 60 tonnes de broyat par an, donc à peu près 6 bennes. Il y en a 10 tonnes qui partent vraiment pour, les composteurs partagés et du coup, les 50 autres tonnes, ils les utilisent dans leur massif d'espace vert. Donc au final, on les sollicite du coup pour un travail,
une nouvelle tâche, un travail qui peut paraître énorme, 1 jour et demi par mois, pour 2 agents. Mais en contrepartie, du coup, ils ont, leur propre production, du coup, de compost avec économie, du coup, sur l'achat, à des fournisseurs. Ils connaissent, du coup, la valeur de leurs, produits. Alors, nous, ça nous économise, des coûts de traitement et surtout, en parallèle, on leur fournit, le broyat qu'ils ont besoin pour assurer la gestion de leur espace vert et leur site de compostage partagé. L'idée, c'est d'accompagner le plus possible les communes, sur, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir liées à cette gestion de composteurs. Alors quid des autres communes? On a des communes, du coup, qui n'utilisent pas le compost, hein, comme, sur d'autres territoires, qui n'utilisent pas parce qu'il y a une utilisation minime dans leur espace vert. Il y en a d'autres qui font que stocker. Ou après, on a des habitants qui récupèrent aussi. Mais du coup, c'est assez anecdotique. On a essayé d'organiser des journées, de distribution, qui fonctionnent, mais qui ne permet pas de détourner entièrement le compost. Du coup, on a fait le choix, en fait, de vraiment partir qu'avec une gestion du compost par les communes. Donc dans l'idée, c'est d'aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin pour utiliser ce compost et donc il faut faire comprendre, que cette matière est une ressource. Donc du coup, en parallèle, on les accompagne, sur des techniques, plus durables de gestion des espaces verts et des espaces publics. Heu un de mes responsables dira plutôt que c'est des on se détourne sur des projets, exotiques, mais qui permet d'avoir une porte d'entrée, auprès des agents communaux et les motiver du coup à utiliser, le compost. Je vous ai fait peut-être un petit schéma assez barbare, mais l'idée c'est qu'on demande à des communes, de prendre un petit peu notre compétence de gestion des déchets. Je parle, au titre de collectivité. Donc en fait, ils ont besoin d'aide. L'idée c'est, du coup la collectivité, pour tout ce qui est notion de traitement, du coup, on leur met à disposition du matériel, des composteurs partagés, le tri des végétaux en cimetière. Donc ça, c'est des nouvelles approches pour les agents communaux. Heu, alors du coup, on fournit l'équipement, on peut mettre à disposition aussi des broyeurs de branches, et on a du matériel aussi mutualisé pour tout ce qui est désherbage, gestion des fauches tardives. Ça, c'est, les équipements qui vont leur permettre d'assurer le traitement de ces biodéchets. Au final, quand ils traitent ces déchets, ils se retrouvent avec, du coup, souvent de la matière sur une zone de stockage ou, heu, ou dans un trou. Heu on a quand même plusieurs communes qui, du coup, par, souci de facilité, en fait, vont vider toute la terre, ou les mottes de déchets, du cimetière, du coup dans un trou avec, les déchets verts. Hem, L'objectif, c'est vraiment de montrer, en fait, que c'est un trésor et un trésor vert et qui, du coup, ils peuvent l'utiliser sur leur commune, même s'ils ont, pas forcément beaucoup d'espace vert. Hem donc sur les zones de stockage, ils vont avoir du broyat qu'ils peuvent produire sur place, du broyat s'ils ont besoin qu'on fournit, autant qu'ils veulent, du coup, que la collectivité fournit. Il y a du compost des séparts, il y a ces tri des végétaux des cimetières et ces déchets verts. L'idée c'est, maintenant que c'est tout en stock en fait sur une plateforme, du coup c'est essayer de l'accompagner au mieux sur, des formations, donc sur l'usage du compost, mais aussi les accompagner sur le terrain pour pouvoir utiliser cette matière ensemble et à des fins de montrer l'exemple entre, les communes, mais aussi du coup, montrer l'exemple pour les habitants. La cible, c'est de partir sur, ce qui se voit, par tous et puis, pouvoir après, par la suite, avoir une porte d'entrée, dans les jardins des particuliers. Hem Il y a des accompagnements, du coup, c'est 20 minutes, donc j'aurai le temps de vous présenter, ce qu'on peut proposer aux collectivités. Hem, donc on apporte de l'aide, des pistes. L'idée, c'est pour leur faire gagner du temps dans la gestion des espaces publics, heu et pour pouvoir après plus les impliquer sur, de la PG Prox et notamment, varier aussi les tâches, du coup, pouvoir varier les tâches. Vous verrez, après.
toutes les actions qu'on mène, on les valorise entre pairs, notamment lors de journées techniques. On organise une journée technique par an, sur, une commune, avec des visites sur d'autres communes. On est il y a à peu près 50, agents techniques, et élus qui viennent, sur 58 communes, qui viennent, du coup sur des temps d'ateliers, de visites sur des thématiques assez, précises, notamment, c'est fait voilà, les usages du compost, les fournisseurs du coup, qui peuvent avoir, sur, la gestion des espaces verts. Hem Et tout ça, du coup, tous ces accompagnements, d'aller au plus proche, du coup, du référent de site et lui apporter des solutions à ces difficultés, nous permet aujourd'hui d'annoncer, l'arrêt des apports de déchets verts en déchetterie pour les communes, uniquement pour les communes, à partir du 1er janvier 2026. Hem, En fait, on leur propose tous les accompagnements possibles pour qu'ils puissent, du coup, traiter leurs déchets verts, sur place. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on propose. Donc, alors, notamment, je vous en ai parlé, la mise à disposition gratuite du broyat et de broyeurs de branches. Donc si, en fonction de leur capacité, de leurs possibilités, il y a des communes qui n'ont pas d'agents communaux. Donc après tout est un peu à la carte en fait, pour nos communes. La collectivité Amber Livre Forest du coup va chercher le broyat directement en fait dans ses déchetteries, avec du coup un tri et broyage sur place dans les déchetteries et un dispatchage après du broyat au plus proche du coup, sur les communes, du coup, sur les communes de la collectivité. En gros, nous, en PG Prox, pour le suivi de nos sites, on a besoin de 80 tonnes et en fait, on en produit 5 fois plus. Donc on produit 500 tonnes. Donc plus on récupère aussi du broyat de l'extérieur. Donc on distribue du surplus aux structures, donc aux collectivités et aussi aux associations sur des projets jardins, sur des projets vergers, un petit peu, voilà, à la carte. On est, on est en capacité de dire maintenant que la prestation, en fait, pour, fabriquer du compost avec nos déchets verts, on est à peu près à 52 € la tonne, TTC, je vous fais grâce des petits centimes et en fait, on se rend compte que, faire appel alors on a eu 2 techniques, soit faire du broyage, sur place en déchetterie avec, du coup le broyeur, c'est la photo du milieu, donc où, je vais pas dire «on» parce que c'est pas tout à fait vrai. Mes collègues, vont du coup, broyer, sur le site de la déchetterie des branches. Hem, S'il y a un petit volume, c'est plus rentable de faire appel, à mes collègues et aux broyeurs, d'ALF. Par contre, dès qu'on passe des grosses quantités, il est beaucoup plus rentable de faire appel à un gros broyeur qui fait une valorisation, du broyage de branches à peu près à 50 € la tonne. Voilà, donc ça, c'est notre ressource, qui permet de vulgariser, en fait, cet usage et de, mmh, de cette, idée de protéger le sol, de le nourrir, de faire du sol, faire un s des sols, vivants, du coup. On accompagne les communes, sur la plateforme de l'organisation de la plateforme de gestion des déchets verts. On leur fait un diagnostic, on leur fournit tout ce qui est communication et on fait des journées de visite, du coup, comme on voit, vraiment pour, vulgariser les pratiques, de ceux qui sont, fiers de faire sur leur commune et de produire intégralement leur compost. On n'oublie pas non plus, du coup, tout ce qui est sèche, donc en alternative aux plateformes de stockage pour ceux qui veulent pas stocker. Mais là, du coup, on s'écarte un peu de l'usage du compost, mais c'est de bien faire comprendre que, du coup, on est dans une, vue globale, en fait, du territoire. On travaille avec tous nos acteurs et on essaye de travailler un petit peu sur tous les sujets pour que tout le monde puisse, du coup, s'y retrouver. Hem C'est un petit peu après à la carte, on a plusieurs possibilités sur la gestion des déchets organiques. En petit, du coup, parallèle aussi, on met à disposition du matériel mutualisé pour le désherbage. Ça, c'était, l'accompagnement qu'on a proposé en fait
en 2017, à l'arrêt des l'interdiction du coup d'utilisation des produits phytosanitaires, les communes se sont senties démunies en disant: «Oh là là, on peut plus utiliser le produit, qu'est-ce qu'on fait?» La collectivité Ambert Livreurs de Forez a eu l'opportunité d'investir avec, 80 d'aide de l'État sur des machines qui sont mises en mutualisation pour du coup désherber les surfaces, stabilisées. Heu, donc ça, c'était en 2017. On a des machines qui sont utilisées, mais un peu sous-utilisées, hem, qui sont voilà, qui permettent de faire disparaître, du coup, les mauvaises herbes. On se rend compte que maintenant, c'est souvent utilisé pour tout ce qui est, espace de loisirs, notamment les terrains de pétanque. Hem, Après maintenant, en fait, ce qu'on a lancé, c'est plutôt partir sur, des chantiers pilotes, accompagner, vraiment les communes sur le terrain. Alors, on se sert de nos machines, notre matériel mutualisé, mais du coup pour, on va dire, préparer les sols, notamment là on a fait plusieurs campagnes dans les cimetières pour pouvoir les engazonner. Du coup, faire gagner du temps à l'agent communal, au lieu de, passer beaucoup de temps sur son cimetière, à désherber. Il va pouvoir, du coup, passer avec sa tondeuse, heu, très peu de fois dans l'année, maximum 3 ou 4 en fonction des saisons. Et donc du coup, il gagnera du temps. On a essayé d'avoir plusieurs, thématiques, pour pouvoir, aller sur le terrain avec les communes, notamment la gestion des fauches tardives. À cette occasion, on a pu, acheter du nouveau matériel pour, faucher des herbes, beaucoup plus hautes. Donc avec, du coup une gestion des tontes aussi limitée. Donc l'enherbement déstabilisé, je vous en ai parlé. Hem, le bon végétal au bon endroit, c'est, du coup, on a trouvé un projet en fait, d'une vieille, haie de thuya, en perdition. Du coup, on le projet est de l'arracher et de replanter des bons végétaux, du coup, pour servir de site pilote pour les autres communes, mais aussi pour les habitants. Heu, des imperméabilisations, ouverture des trottoirs, pour mettre des végétaux en pleine terre, pour supprimer des jardinières notamment, pour, du coup évoquer, le fait de, la gestion de l'eau, la captation des eaux de pluie et surtout, l'aspect plus durable du coup des plantes vivaces. En plus pour le coup, plus exotique en projet. Du coup, on a un projet de suivi sur la gestion de renouée. C'est des actions en fait, qui paraissent très diverses et variées, mais en fait qui permettent d'être toujours un peu avec, le même acteur, là, l'employé communal qui se retrouve souvent tout seul en fait face à toutes ces problématiques. Du coup, certaines problématiques qu'il ne n'a pas le temps de travailler, notamment, se remettre peut-être, se lever la tête un peu du guidon et du coup se poser la question sur, ces jardinières en fait qu'on lui demande d'installer tous les ans et qu'il est obligé d'arroser, mais en fait, que du coup qui ne sont pas, c'est pas très fonctionnel sur du long terme, avec un résultat qui est loin d'être là. Et donc du coup, ça nous permet de nous rapprocher des agents communaux, et de travailler avec eux sur des projets de fond, mais au final du coup, ils trouvent l'intérêt aussi d'utiliser le compost et le broyat qui peut être produit sur leur commune. Là, les projets qu'on a fait, du coup, qui sont tout frais, qui datent de la semaine dernière et il y a 15 jours, notamment dans les cimetières, c'est notamment 3 communes avec qui on n'avait jamais pu travailler sur, le sujet, du coup, de la gestion des espaces publics et des communes, des fois, où les agents, avaient des difficultés, pour, s'approprier en fait, le composteur partagé la gestion du composteur partagé et finalement en fait, quand on est arrivé sur les chantiers, c'est les premiers à nous dire: «Bon finalement j'ai sorti le compost, j'ai utilisé là pour mettre dans ce massif». Ils se sont, du coup beaucoup plus appropriés l'usage de ce compost parce qu'en fait ils se sentent aussi, accompagnés et savent que du coup le comité de communes, on leur demande des efforts sur cette pratique mais du coup, on les aide sur, d'autres sujets. Voilà Maude et je vous remercie du coup pour l'écoute. Eh ben, merci beaucoup à toi Voilà, Marie, je pense qu'on ça a t'était on a survolé, on a découvert pas mal de sujets, je trouve que c'était hyper intéressant et Jérôme, je te laisse, finir
on va dire, ce webinaire, intense, par, des exemples comme tu l'as marqué, inspirants. Voilà. Merci Marie pour ces exemples, de ta collectivité qui sont, inspirants et engagés, qui, je l'espère, feront envie à d'autres collectivités. Hem, je vais parler en partie de choses dont tu as déjà parlé, mais là, l'idée, c'est de voir d'autres alternatives, de ce qu'on pourrait se permettre, de ce qui est peut-être pas de la PGPox, mais proche de la gestion de proximité, pour lesquelles, bah, les collectivités ou les, professionnels peuvent s'inspirer. Alors le premier point, c'est de plus en plus à la mode, c'est issu, des Alpes à l'origine, le principe du pré-composteur collectable. Alors il y a des grutables, des transportables, des palettisables et cetera, mais l'idée générale, c'est, dans ces systèmes, que les particuliers, les citoyens viennent déposer leurs déchets alimentaires et à côté de ce bac de déchets alimentaires, il y ait un bac de stockage de matières sèches, dans lesquels les citoyens prennent un petit peu de matière sèche pour mettre par-dessus, leurs déchets alimentaires du jour. L'idée derrière, c'est de pouvoir, stabiliser cette matière et ainsi de permettre une collecte, parce que là, on est bien sur un point d'apport volontaire, mais donc de permettre une collecte qui est moins fréquente parce qu'on a de la matière stabilisée. Donc au lieu de faire une fois, voire 2 fois par semaine, on peut faire ça tous les 3, 4 semaines, 5 semaines. En revanche, il y a des contreparties. Le premier point, c'est que c'est pas de la gestion de proximité, hein. Il y a bien de la collecte, il y a un désengagement citoyen sur l'usage final. Et ce qui est un peu problématique, c'est qu'on va demander un geste en plus aux citoyens par rapport à un point d'apport volontaire, de s'assurer qu'ils mettent bien un peu de matière sèche dedans. Or, comme c'est pas eux qui vont bénéficier du compost directement à la fin, comment arriver à leur faire passer le pas? Mais ça se fait. Hem, autre inconvénient potentiel, c'est une collecte avec un matériel spécifique, hein. Il faut un camion, dédié, éventuellement des camions avec des griffes, des pinces. Donc à voir si ces sujets vous intéressent, bah, quel type de prestataire ou quel type de matériel pour que vous n'ayez pas besoin de racheter un nouveau camion pour ça. Et enfin, en lien avec ce n'est pas de la gestion de proximité, je disais c'est de la collecte. Donc l'exutoire à la fin, là où va aller le prestataire de collecte, il doit disposer d'une plateforme qui a un agrément sanitaire relativement proche. Hem, donc c'est un peu lié à la question qui a été posée sur le chat entre-temps, quid quand il y a une collecte? Mais en fait, on l'a vu dans la réglementation, ceux qui ont le droit d'utiliser le compost, c'est ceux qui déposent leurs déchets de cuisine et de table. À partir du moment où il y a une collecte, en fait, il y a déresponsabilisation de celui qui a déposé. Donc on est automatiquement obligé d'emmener ça vers un site avec agrément sanitaire. Mais c'est des sujets qui peuvent être, en tout cas dans les pré-composteurs grutables, des solutions intéressantes, en particulier dans les endroits où, il y a peu de population, dans les petits villages et cetera, pour limiter la fréquence de collecte. Autre solution un peu inspirante, la collecte en vélo, en transport doux, hein, que ce soit vélo, trottinette, deltaplane si vous voulez. L'intérêt de ce type de collecte, c'est de permettre, alors c'est plutôt orienté commerçant, mais ça permet aux commerçants, de déposer en vrac, donc on n'a plus de notion de sac, ce qui est toujours bien, pour la planète et notre sol à la fin, et de faire plutôt du porte-à-porte. Et en faisant ce porte-à-porte, en fait, on implique les professionnels, dans leur gestion de proximité. Hem et si les professionnels sont impliqués, bah, ils trient mieux et ils trient plus. Et derrière, il y a forcément un impact sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est des projets qui sont très intéressants en termes de lien social, en termes d'économie locale pour les territoires, mais qui sont plutôt adaptés à des centres-villes urbains. On va jamais très, très loin en vélo, hein. Dans les contraintes, ben, une petite structure qui ferait de la collecte à vélo, elle a besoin d'un marché local, parce qu'elle peut pas aller dans 3 villes, plus loin, elle est sur place. Donc il faut que la collectivité et la ville s'engagent sur le long terme avec cette structure qui se lancerait dans cette activité. Ça a un coût qui est un peu différent, à de la collecte ou de la gestion de proximité, mais ça a été bien cité, précédemment par Marie. Si on prend en considération tous les bienfaits que ça peut amener, faut pas comparer ça directement à un coût de collecte, classique par un grand prestataire, parce qu'il y a de l'emploi local, parce qu'il y a moins de gaz à effet de serre, parce qu'il y a moins de pollution et cetera. Encore une fois, l'inconvénient, bah, c'est comme il y a une collecte par un prestataire,
on est obligé d'avoir une plateforme avec un agrément sanitaire. On n'en a pas tous sur nos territoires. Néanmoins, donc là je me mon mais avec 3 petits points, on peut peut-être trouver dans les textes des alternatives qui nous permettraient d'accéder à ce type de solution. Par exemple, ce dont parlait Marie, faire de la massification de compost. C'est-à-dire qu'on a X sites, de compostage de proximité et ils peuvent pas tous utiliser leur compost. Donc est-ce qu'on peut récupérer, nous collectivités, enfin vous collectivités, le compost mûr pour le massifier sur un endroit? Première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'on peut collecter, nous collectivités, les établissements publics ou les points d'apport volontaire des citoyens? Et cetera. Et là, on va se focaliser sur ces solutions-là. Est-ce qu'on peut, en compostage de proximité, faire des choses comme ça? Alors, plutôt oui. En revanche, c'est sous condition. La première condition qui est fondamentale, c'est qu'il faut que l'exploitant du site, j'en ai parlé en première partie, le responsable juridique du site, l'exploitant, soit la collectivité et ou la ville. On peut être coexploitant. Et la deuxième condition, il faut que le transport de cette matière soit fait en régie par l'exploitant. Pourquoi ça? Parce que je vous ai dit, quand c'est un prestataire externe qui collecte, bah, ça devient de la collecte. On a déresponsabilisé celui qui a produit le déchet. En revanche, si la ville est l'exploitant et transporte elle-même par ses propres moyens ces déchets, ce sont les déchets produits par les citoyens de la ville, transportés par la ville vers un site de compostage de la ville. Donc il n'y a pas de déresponsabilisation. C'est bien la ville ou l'agglo qui est responsable du début à la fin de ces déchets. Et ça permet d'avoir un certain nombre d'opportunités. D'une part, pour des sites qui n'auraient pas l'espace pour utiliser tout le compost, bah, ça permet de leur soulager de ce surplus de matière. Ça permet aussi, une fois qu'on a massifié ce compost, de pouvoir le distribuer à tous les habitants de l'agglomération, parce que ce sont bien les déchets des habitants qui ont été traités, donc on peut leur redistribuer au sens large, sans avoir besoin de le normer, ce qui est quand même pas mal. Ça permet également un usage par les espaces verts, de massifier tout ça. Parce que c'est compliqué souvent pour les espaces verts d'aller récupérer du compost à droite, à gauche. Si on a un système de massification quelque part, les espaces verts savent qu'aux 13 allées des Tilleuls, il y a X kilos, centaines de kilos, tonnes de compost à maturité qu'ils peuvent prendre pour leurs usages. Et enfin, on peut aussi déléguer la gestion du site de compostage qui recueille tous ces déchets, que ce soit pour de la massification ou de la collecte de déchets alimentaires. La collecte doit être réalisée par l'exploitant, la collectivité, mais la gestion du site, les retournements, l'approvisionnement broyat, les mélanges, etc., peut être déléguée à une structure locale, sans problème. Donc en termes de contraintes, on est plutôt léger. Il faut effectivement disposer d'un espace suffisant, donc à dimensionner selon vos volumes, mais il n'y a pas besoin d'agrément sanitaire. Parce que comme il n'y a pas eu de déresponsabilisation, le site de départ est un site de gestion de proximité, le site d'arrivée est un site de gestion de proximité. Pas besoin d'agrément sanitaire. Et là, il y a tous les avantages qu'on retrouve dans la gestion de proximité, hein. Donc la promotion du tri, le lien social, les gaz à effet de serre, l'économie circulaire avec des structures locales, avec vos services espaces verts qui peuvent participer. Et c'est un des enjeux principaux, hein. Aujourd'hui, où on en est, que ce soit au réseau compost citoyen ou dans les collectivités qui s'y mettent, c'est de convaincre les espaces verts d'utiliser cette matière qui est parfaite pour eux. Donc ça ouvre vraiment des portes. Donc là, c'est juste quelques images de sites où c'est fait, hein. On a en bas à droite du compost mûr en attente d'usage. En bas à gauche, c'est un site où on massifie en attend que ce soit mûr pour plus tard, etc. Donc le concept, là où je veux en venir à la fin, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale en tant que telle. C'est sur un territoire, ça va être de mixer ces solutions pour s'adapter aux typologies de territoire et qu'est-ce que veut mettre en avant la collectivité? Est-ce qu'elle veut augmenter le lien social? Est-ce qu'elle veut faire juste des économies sur le budget déchets ou avoir un peu plus large? Sachant qu'à terme, le fait de mixer ce genre de solutions, ça va augmenter la qualité du tri, y compris ce qui part en collecte. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le compostage de proximité, c'est le fer de lance pour une bonne qualité du tri, y compris la collecte. Et voilà, et donc les principales contraintes, c'est qu'il faut que les différents services de la collectivité arrivent à se parler et à se mettre d'accord, et ça demande un peu de ressources humaines derrière. Voilà, pour conclure, la PG Prox peut ouvrir des opportunités, hein.
mais qu'il faut penser global et agir local, et qu'il y a sur vos territoires des maîtres composteurs compétents sur la plupart des territoires. J'ai vu sur une des photos Pierre Fels précédemment qui accompagne la collectivité de Marie. Il ne faut pas hésiter de s'appuyer sur les structures locales si vous ne les avez pas en interne, et essayer de prendre un peu de recul pour voir les projets de manière globale et de vous poser la question de est-ce qu'on est capable d'installer une plateforme sans agrément? Est-ce qu'on peut prendre une plateforme un peu plus grande avec agrément et comment faire pour y aller? Il y a des bureaux d'études comme nous qui accompagnons les collectivités pour ce type d'agrément et voir est-ce qu'on peut soutenir les acteurs locaux existants ou faire émerger des acteurs locaux. Et pour tout ça, bah, faut tester, expérimenter et puis on peut profiter des opportunités que donnent, les flous réglementaires, qu'on a aujourd'hui. Voilà pour moi. Eh ben, merci beaucoup Jérôme, pour cette fin, vraiment très intéressante. Je pense que ça a pu amener à d'autres réflexions et questions. Hop, moi j'en arrive là, rapidement. Je vous partage, pour la fin, pour la partie des questions. Je voulais juste redire, bah, déjà vous remercier, tous les 3 d'avoir participé, à ce webinaire et d'avoir, partagé, vos connaissances, vos expériences, vos compétences. C'est vraiment, ce pourquoi on est là en tant que réseau. Là, je vais vous inviter, à poser vos questions à l'écrit. Alors on en a eu, déjà, quelques-unes. Alors, je crois que Jérôme avait répondu à peu près à toutes ces questions qui étaient à l'écrit au début. Coralie, aussi, j'en ai pas forcément vu tout de suite pour Marie, mais je doute pas que ça va venir. Après, il y avait une dernière question sur le fait, pour Jérôme, je me permets tout de suite, je lance les hostilités. Donc il y avait, Fabien, Goujon qui posait la question qu'il avait compris que le compost produit en PG-Prox devait forcément être normé afin d'être cédé, par exemple, à d'autres habitants qu'aux producteurs. Bien, merci Fabien d'avoir bien écouté ma première partie. C'est tout à fait vrai. Là, dans le cadre de la collecte par la collectivité, on profite du flou réglementaire parce que déchets des citoyens étant les déchets de la collectivité, c'est la collectivité qui en est responsable. Finalement, c'est la collectivité et à tous les stades, donc exploitant du site de compostage, le transport du déchet et l'exploitant de la plateforme de gestion de proximité à la fin, il n'y a pas eu de déresponsabilisation. Donc finalement, on va récupérer enfin, en tant que collectivité ses propres déchets qu'on peut redistribuer à ses propres habitants. Mais on est vraiment sur une subtilité. Aujourd'hui, les textes ne disent pas le contraire. Donc tant qu'on ne passe pas au tribunal un jour ou avec quelqu'un qui aura son interprétation, l'interprétation d'un juge, aujourd'hui, moi, je serais serein de le défendre au tribunal. Je ne sais pas si je gagne, mais je serais à l'aise à le défendre. Il y avait une question aussi cachée, enfin en direct de Mathieu Benoît, Benoît Gonin, qui disait si les composts ont été visités par nos amis surmulots. Les surmulots, c'est des animaux à 4 pattes avec une longue queue qu'on a surtout en milieu urbain. On doit tout de même garantir l'innocuité de nos composts. Alors non, on ne doit pas garantir l'innocuité. Le texte, il nous donne la possibilité de distribuer à ceux qui ont amené le compost, distribuer sans vérification. On a le droit de le faire. En revanche, si nous, exploitants, on a une inquiétude quelconque, on peut faire des tests sanitaires. Et là, pour le coup, on ne s'embête pas à normer, mais on peut faire juste la partie purement sanitaire du test. Ça va coûter moins d'une centaine d'euros pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pathogène dedans. C'est pas parce qu'on a le droit de ne pas le faire qu'il faut s'en abstenir obligatoirement. Parfait. Alors, est-ce que on a alors que déjà merci pour ces réponses-là, Jérôme. On a une question pour Marie de Massimo, c'est la question: «Qui est l'exploitant de vos sites de compostage? Vous ne faites pas de massification si j'ai bien compris, mais il y a massification dans certaines communes. Est-ce que l'on peut partager cette responsabilité d'exploitant entre communes et communautés de communes?» Alors Marie, est-ce que tu peux répondre à cette question? Au besoin, les autres n'hésitez pas à aider. Effectivement, nous, sur le territoire, en fait, certaines communes massifient leur compost et nous, on massifie, la collectivité aussi, massifie du compost de communes. Il y a 2 façons de faire.
Donc du coup, je suis preneuse, du coup, de l'avis de Jérôme, sur cette, notion de massification. Donc nous, on f la collectivité Amber Libre de la Forêt fait le suivi, approvisionne en broyat et le cas échéant, s'il y a besoin en fait, d'évacuer du compost, on peut évacuer du compost sur une de nos plateformes qui est à la collectivité Amber Libre de Forez. Cette plateforme, d'arrivée, c'est une plateforme sous agrément sanitaire ou c'est une plateforme, PGProx? Alors elle est sous agrément sanitaire. D'accord, donc là, il y a pas de il y a aucune question. Vous avez le droit, en Mmh. cas de surplus, d'emmener un site qui dispose d'un agrément sanitaire. Ça, Pardon, oui. tout à fait légal, hein. L'arrêté de 2018, il dit bien: «En cas de surplus, Mmh. on est obligé d'aller en agrément SIA Collecte». Donc ça, c'est clair. Ce serait intéressant d'aller un peu plus loin sur qui est exploitant sur vos collectivités, ce qu'on peut se permettre, ou pas de faire, et je serais ravi d'aller au tribunal avec vous pour vous défendre, enfin pour essayer de se défendre et qu'on fasse valider par l'État que ce type de solution, c'est l'avenir, de la gestion du biodéchet sur les territoires, et il faudra probablement passer par là un jour. La question était: est-ce qu'on peut partager la responsabilité d'exploitant entre communes et communautés de communes? Hem, dans les textes, rien n'interdit d'avoir de la coexploitation. Mais rien ne dit qu'on a le droit de la coexploitation. Donc, moi, tant que j'ai pas quelqu'un qui me dit que j'ai pas le droit, dans le texte, c'est le principe français, hein, bah, moi, je mets un, 2, 3 exploitants si nécessaire, sur un site, et ce qui permet aussi d'impliquer souvent les villes, en plus, soit de l'agglo, soit des syndicats de traitement. Parce qu'on peut inclure les syndicats de traitement dedans. Et donc, Massimo a renvoyé la question: «Et sans agrément, ce serait risqué de massifier?» Mmh. Ah! Alors, si on souhaite massifier sans agrément, d'une part, il faut quand même respecter toutes les règles que j'ai éditées en première partie. Dire que se limiter à 1 tonne par semaine sur le site Camasifi, donc 50 tonnes par an, donc c'est pas des très gros sites, c'est pas des énormes sites en tant que tels. Hem Et puis de bien suivre tous les protocoles, avoir un exploitant bien désigné, avoir de l'affichage, faire le suivi, tenir un registre, et cetera. Donc en faisant toutes les bonnes pratiques et en se cadrant au maximum dans le cadre de la loi, bah, on limite le risque, forcément. Si on rajoute une paire d'analyses de temps en temps au niveau sanitaire, on montre à un éventuel, contradicteur qu'on est vigilant et attentif à ce sujet-là. Maintenant, quel est le risque réel? En termes de sanitaire, en gestion de proximité, sur les 15 dernières années, il y a eu un seul incident sur toute la France. C'est-à-dire que c'est par rapport au tonnage et au nombre de sites qu'on a, on n'est même plus dans la marge d'erreur là, ça n'est pas arrivé. Néanmoins, le risque est un petit peu existant sur le sanitaire, donc faut être vigilant. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question de Massimo, c'est quand il dit: «C'est risqué de massifier». C'est une question agronomique, c'est une question sanitaire, c'est une question judiciaire. Si c'est sanitaire, risque faible parce que tu vas bien gérer, ton site, tu vas suivre la température, tu vas bien mélanger, et cetera. Donc c'est à toi en tant que professionnel, d'expert, dans l'exploitant de la plateforme de fin, de bien faire les bonnes méthodes. Et donc là, au niveau sanitaire, normalement, surtout si tu as des grands volumes, hein, tu vas plus chauffer, enfin voilà, tu te mets dans un contexte où tu es plutôt bien. Côté juridique, bah, tant qu'on n'est pas passé quelque part au tribunal, j'ai pas la réponse. Mais plus il y aura de collectivités qui se lanceront là-dessus, plus on aura de billes au niveau du réseau Compost Citoyen pour défendre ces collectivités en disant: «C'est vers ça qu'on veut aller demain», et c'est le fonctionnement français, hein. Faut faire des choses un peu borderline pour arriver à le faire légiférer. Le compostage de proximité, avant 2012, il y avait aucun texte. Ce qu'on faisait, on faisait un site de quartier, on n'avait pas le droit, point. Et c'est parce qu'on a fait en amont, qu'on a montré qu'on avait des bonnes pratiques, que ça a été légiféré. Et c'est pour ça que le réseau, est là aussi, hein, que ça soit au niveau national. Notre objectif, c'est de faire remonter toutes ces pratiques-là aussi dans notre réseau et le réseau national pour ensuite en faire des plaidoyers, hein, et c'est pour ça que vous adhérez aussi, pour qu'on puisse faire avancer, en fait, tous ces éléments-là, au niveau de la politique. Alors après, est-ce qu'on a répondu à ta question, Marie? Pas tout à fait, et puis il y avait la question de Sylvie, Le Bourriste, du côté de d'Oléron.
Merci d'être venu à ce webinaire. Mmh. Il s'agit d'une massification de compost et non de DCT frais. Alors je suis désolée, moi j'ai encore un petit peu du mal avec les les Déchets diminutifs. de cuisine et de table. Voilà, c'est ça. Les contraintes sont les mêmes pour les 52 tonnes par an ou 1 tonne par semaine? Tout à fait. En fait, quand on massifie, c'est tu recrées un site de compostage dans lequel tu vas amener des déchets. Seulement, sur le site d'origine, tu peux amener 52 tonnes de DCT. Donc tu as une limite assez haute. Sur le site sur lequel tu vas transporter tes matières, comme ton DCT est déjà mélangé avec du broyat, tu ne pourras pas distinguer le tonnage. Donc tu vas obligatoirement comptabiliser ton broyat en poids. Donc finalement, le tonnage acceptable sur la partie finale, en quantité de DCT, sera un peu plus faible. Mais oui, c'est bien les contraintes. Si on veut se prémunir, enfin profiter de la dérogation compostage de proximité sans agrément sanitaire, bah, 1 tonne par semaine, c'est la limite. C'est comme ça. Euh, alors Marie avait demandé: «Qu'est-ce que j'entends comme accident Mmh. possible?» C'est un incident sanitaire. L'accident qui a eu lieu il y a 10 ans ou 12 ans, c'est des enfants qui ont été malades dans une école, mais ils ont été malades quand ils ont transporté les déchets. Donc il serait allé de la collecte, ça aurait été la même chose. Mais comme c'est un site de compostage de proximité, il est référencé comme incident sur un site de compostage de proximité. Il y a pas eu de décès, rien du tout, mais voilà, il y a une maladie transmise dans une classe. Heu, mais c'est une classe sur, des milliers en France qui le font. Oui, tout à fait. Hem et en fait, Sylvie a reposé une question. J'imagine que car compost reste sous-produit animal, mais à quel stade le compost n'est plus un sous-produit animal? Jamais. Mmh. Heu, C'est ce que tu disais au alors, on ne début. devrait même pas dire compost à notre échelle, on devrait dire matière compostée. On est compost qu'une seule fois qu'on a fait la norme. C'est-à-dire qu'on correspond à un certain nombre de critères. Donc tant qu'on n'a pas fait cette norme, on est toujours juridiquement un sous-produit animal. Même quand c'est de la du compost qui a 10 ans, il aura disparu, en terre, mais c'est comme ça. Là, on est vraiment sur du pur juridique, hein. À une nouvelle question de Thomas Pascali. Est-ce qu'il pourrait y avoir une coexploitation d'un site entre une collectivité et un tiers comme une association ou un prestataire de collecte? Alors oui, je vois pas plus de contraintes que d'avoir 2 collectivités ensemble. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Si c'est le prestataire de collecte qui a fait la collecte, bah, en fait, on n'est plus sur un site de gestion de proximité parce qu'il y a eu une déresponsabilisation. Mais on peut avoir un prestataire qui fait, la gestion du site ou un prestataire de collecte, enfin qui a aussi une casquette collecte pour d'autres choses. Vous pouvez être en coexploitant avec Suez sur un site de proximité. Mais par contre, Suez, il emmène pas de déchets des gens. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions un petit Je veux peu? bien une réponse à la première question qui avait été posée. Oui, Les évolutions de la réglementation et la facilitation de l'usage en maraîchage, tout à fait. parce que ça peut avoir un impact sur des projets. Donc la réglementation, elle évolue au fur et à mesure dans les dans les jurisprudences qu'on pourrait avoir. J'ai hâte de passer au tribunal avec Marie pour que ça fasse évoluer des choses. Pour Elle l'usage n'a en peut-être pas hâte. maraîchage, mais c'est pour la bonne cause, je dis pas qu'on va perdre. Au contraire, je suis assez optimiste. Tout à fait. L'usage en maraîchage, heu, il y a rien qui empêche de l'utiliser en maraîchage. Pour nous, côté, exploitant du site. En revanche, le maraîcher a sa propre réglementation où il doit s'assurer de la traçabilité de ses intrants, de l'innocuité de ses intrants en termes de maladies et cetera. Donc en fait, on peut le donner à un maraîcher, mais ça devient sa responsabilité d'avoir utilisé cette matière. Tout à fait. Bah, merci à vous en tout cas, d'avoir participé, d'être venu écouter. Merci beaucoup à Marie, à Jérôme et à Coralie, d'avoir été là et de m'avoir accompagnée sur, ce webinaire. Voilà. Merci à tous, bonne journée. Ouais, bonne journée. Merci beaucoup.